Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va se préparer pour entamer une nouvelle série TD qui portera sur le théorème de Hahn-Banach, qui constitue l'un des grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle. Cette première vidéo va être une vidéo introductive sur ce théorème. Donc, je vais expliquer le théorème de Hahn-Banach sous ses versions analytiques et géométriques. Donc, en quelque sorte, ça va être un petit cours. Donc, là, ce sont les mathématiciens qui ont introduit ce théorème important. Donc, à gauche, vous avez Hahn, qui est un mathématicien autrichien, spécialiste de l'analyse fonctionnelle. Et à droite, vous avez Banach, qui est l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle et l'un des principaux fondateurs de l'analyse fonctionnelle. Avant de rentrer dans les détails techniques, je vais vous dire à peu près de quoi il s'agit. Donc, le théorème de Hahn-Banach porte sur le prolongement de formes linéaires continues sur des espaces vectoriels normés. Donc, étant donné un espace vectoriel normé, E, par exemple, donc toujours les espaces vectoriels normés qu'on considère sont sur R ou sur C, donc des espaces vectoriels réels ou complexes. Donc, étant donné un espace vectoriel normé, E, un sous-espace vectoriel H de E, alors toute forme linéaire continue sur H peut se prolonger en une forme linéaire continue sur E, tout en gardant la même norme. Donc, alors, on va écrire un petit peu pour que ce soit plus clair. Alors, donc, étant donné, je vais changer de couleur. Voilà. Donc, étant donné E, un espace vectoriel normé, j'ai dit donc sur toujours le corps qu'on considère, c'est R ou C, et H, un sous-espace vectoriel de E, voilà. Alors, quelle que soit la forme linéaire continue sur H, alors H', donc c'est l'ensemble, ou bien c'est l'espace des formes linéaires continues sur H. Donc, quelle que soit F, une forme linéaire continue sur H, il existe, on peut la prolonger, on va dire F tilde, donc une forme linéaire continue sur E, donc ça c'est L, K, qui prolonge F, donc tel que F tilde prolonge F, ce qui veut dire que F tilde restreinte à H égale F, et norme de F tilde égale à la norme de F. Donc, c'est un prolongement. Ce prolongement existe. Il existe un prolongement qui conserve même donc les normes. Donc, la norme de F tilde est égale à la norme de F. Là, bien sûr, on parle des normes d'application linéaire. Donc, ça, en fait, c'est... Bon, on va voir que c'est le théorème 3 qui va suivre. Ça, en fait, c'est la version analytique du théorème de Hahn-Banach. Donc, le théorème de Hahn-Banach, le plus utilisé, le plus connu, etc. Pour les versions géométriques, on va les voir plus tard. Alors, maintenant, on passe aux détails techniques et on énonce d'abord le théorème de Hahn-Banach le plus général. Alors, donc, c'est le théorème 1, donc, que vous voyez à l'écran. Donc, il énonce qu'étant donné E un espace vectoriel réel, H un sous-espace de E, et P donc une fonction sous-linéaire de E dans R. Je vais revenir plus tard pour expliquer. Donc, vous avez E un R espace vectoriel, H un sous-espace de E, et P une fonction sous-linéaire. Donc, je vais expliquer plus tard. Alors, pour toute forme linéaire f de h qui est dominée par P, donc c'est-à-dire vous avez fx est inférieur ou égal à p de x, quel que soit x dans h. Donc, quel que soit f, une forme linéaire sur h
qui est dominé par P, dans le sens f de x est inférieur ou égal à P de x, quel que soit x dans H, possède une extension, c'est-à-dire un prolongement sur E tout entier, et ce prolongement reste dominé par P. Donc, c'est-à-dire qu'il existe une forme linéaire sur E qui prolonge F et qui reste dominée par P dans le sens f de x est inférieur ou égal à P de x, ou bien f tilde de x est inférieur ou égal à P de x, quel que soit x normal. Donc, le prolongement, on va l'appeler f tilde. Alors, donc, je répète, donc, pour toute forme linéaire f sur h qui satisfait f de x est inférieur ou égal à P de x, quel que soit x dans h, il existe une forme linéaire f tilde de E qui prolonge f et qui reste dominé par P, c'est-à-dire qui satisfait f tilde de x est inférieur ou égal à P de x, quel que soit x. Donc, alors, il reste donc à expliquer c'est quoi une fonction sous-linéaire. Alors, ça, c'est pas tout le monde qui l'appelle comme ça, mais bon, les appellations ne sont pas apparemment encore fixées. Donc, je vais expliquer c'est quoi une fonction sous-linéaire. Alors, donc, ce qu'on appelle donc une application ou bien une fonction sous-linéaire, donc c'est une application P de E dans R+, donc qui satisfait donc P, donc une fonction sous-linéaire veut dire, bon, déjà c'est une application de E dans R+, qui satisfait, que P satisfait, alors la sous-additivité, donc P de x plus y, c'est toujours inférieur ou égal à P de x plus P de y, quel que soit xy dans E. Ça, c'est le premier point qu'on appelle la sous-additivité. On dit que P est sous-additive. Et le deuxième point, P de lambda x, c'est égal à lambda P de x, quel que soit x dans E, et quel que soit lambda positif. Et là, on travaille dans les espaces vectoriels réels. Là, donc, ça, on dit que P est positivement homogène. Pour la première propriété, on dit que P est sous-additive. Pour la deuxième propriété, on dit que P est positivement homogène. Alors, des exemples d'applications sous-linéaires, de fonctions sous-linéaires, vous avez par exemple les normes, une norme ou même une semi-norme, une norme, une semi-norme, ou même une semi-norme, est une application, ou bien est une fonction sous-linéaire. Voilà. Donc, on revient au théorème. Donc, ça, c'est le théorème de Ham-Banach primitif. Donc, à partir de là, on tire plusieurs autres théorèmes et corollaires qui portent tous le nom de théorème de Ham-Banach. Je rappelle que la démonstration de ce théorème nécessite une induction transfinie, une récurrence transfinie, qu'on remplace généralement par le lemme de Zorn. Donc, la façon moderne de démontrer ce théorème-là utilise le lemme de Zorn qui remplace, donc les anciens mathématiciens utilisent l'induction transfinie ou la récurrence transfinie. Donc, nous, dans le cours, on a fait avec le lemme de Zorn et c'est ce qui se fait maintenant. Bon, alors là, vous avez donc le deuxième théorème donc, qui se déduit du premier. Là, donc, en fait, on prend comme fonction sous-linéaire une semi-norme. Là, on prend donc une semi-norme comme fonction sous-linéaire. Donc, le théorème énonce qu'étant donné E, un espace vectoriel réel ou complexe, et H, un sous-espace vectoriel de E, étant donné N une semi-norme de E, alors une semi-norme, elle satisfait les mêmes propriétés que les normes, sauf que elle peut s'annuler en un vecteur non nul.
Donc, une semi-norme, c'est une application de E dans R+, qui est sous-additive, donc elle satisfait n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Elle est, quel que soit x, y dans E, elle est homogène dans le sens, non, pas vraiment homogène, mais n de lambda x est égal à la norme de est égal au module de lambda fois n de x, donc la même propriété que satisfait la norme. Mais elle n'est pas obligée de s'annuler. Elle peut s'annuler en un vecteur non nul. Donc, la différence entre une norme et une semi-norme, c'est qu'une norme, elle ne s'annule qu'au vecteur nul, quand x égale 0. Alors qu'une semi-norme, elle peut s'annuler en un vecteur non nul. Voilà. Donc, vous avez une semi-norme et vous avez donc f, une forme linéaire sur h, qui est dominée par n, dans le sens où le module ou la valeur absolue selon le corps utilisé, le module de f de x est majoré par n de x, quel que soit x dans h. Donc, vous avez une forme linéaire sur h qui est dominée par n. Alors, il existe une forme linéaire qui prolonge f sur l'espace E tout entier et qui reste dominée par n, c'est-à-dire le module ou la valeur absolue de f tilde de x est majoré par nx. Voilà. Le cas réel de ce théorème est une conséquence immédiate du précédent, mais le cas complexe demande un peu plus de travail. Donc, il y a des techniques, il y a quelques techniques pour aboutir au cas complexe du théorème. Et puis là, vous avez le théorème de Hahn-Banach le plus utilisé, donc celui que j'ai énoncé tout à l'heure. Donc là, qui porte sur les espaces vectoriels normés. Donc, je le rappelle, étant donné E un espace vectoriel normé réel ou complexe, H un sous-espace vectoriel de E, alors toute forme linéaire continue sur H se prolonge en une forme linéaire continue sur E tout entier, tout en gardant la même norme. C'est-à-dire, vous avez la norme de f tilde, la norme du prolongement est égale à la norme de la forme linéaire continue initiale. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Bon, ce théorème-là, en fait, se déduit du théorème 2. On peut donner une démonstration rapide. Alors, une démonstration rapide. En fait, il suffit de prendre, on applique le théorème 2. Donc, on va dire preuve. Pour démontrer donc ce théorème 3, on applique le théorème 2. Le théorème 2, donc c'est celui qui porte sur les semi-normes pour n égale norme de f. Donc, bien sûr, je fixe f dès le départ. F soit f dans H', c'est-à-dire une forme linéaire continue sur H. Je prends donc n égale la norme de f fois la norme c'est-à-dire nx. Vous avez donc nx est égal à la norme de f fois la norme de x, quel que soit x. Donc, je définis cette application n. Donc, n, c'est une application de E dans R+. En fait, il est facile de voir que n est une semi-norme. C'est même une norme lorsque la norme de f est non nulle. Donc, n est bien une semi-norme. Est bien une semi-norme sur E. Est-ce que la forme linéaire f est dominée par n? On va voir pour pouvoir appliquer le théorème 2. Donc, il faut que f soit dominé par n. De plus, on a, quel que soit x dans H, si je calcule donc fx, module, ça dépend le corps utilisé, module ou valeur absolue, alors ça, on sait que puisque f est continu, ça c'est majoré par la norme de f fois la norme de x. Mais la norme de f fois la norme de x n'est rien d'autre que mx, par définition de n. Donc f est dominé par n, donc là, on peut appliquer le théorème 2. Théorème 2,
implique donc qu'il existe un prolongement de f sur E tout entier qui reste dominé par n. Donc, il existe f tilde appartenant à, donc à E'. Non, il existe une forme linéaire continue, donc appartenant à E étoile. Donc, il existe f tilde dans E étoile, une forme linéaire tout court, qui reste dominée par N. Donc, il existe f tilde dans E étoile. E étoile, ça veut dire donc forme linéaire de E, telle que f tilde de x en module soit majoré par nx, quel que soit x. Donc, ça, c'est donc le théorème 2. Vous avez donc une forme linéaire f qui est dominée par une semi-norme n. Alors, il existe un prolongement linéaire, donc une forme linéaire sur E, qui reste elle aussi dominée par n. Mais on va écrire ce que ça veut dire dominé par n, f tilde dominé par n, c'est-à-dire, quel que soit x dans E, f tilde de x, en module ou en valeur absolue, est majoré par nx. Nx, c'est quoi? C'est la norme de f fois la norme de x. Mais ça entraîne la continuité. Ça caractérise cette inégalité-là. Ça caractérise la continuité des formes linéaires avec la constante qui est égale à la norme de f. Donc, ce qui montre, bien, ce qui entraîne que f tilde est continu et que la norme de f tilde, c'est inférieur ou égal à la norme de f. Donc, ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, comme f tilde prolonge f, d'autre part, comme f tilde prolonge f, bon, il est facile de montrer, puisque ça prolonge, on a aussi une norme de f tilde, c'est supérieur ou égal à la norme de f. Donc, ça, c'est 2. Et donc, ça vient de la définition. C'est très facile à démontrer. Comme f tilde prolonge f, alors la norme de f tilde est supérieure ou égale à la norme de f. 1 et 2, d'où la norme de f tilde est égale à la norme de f. Donc, voilà. Donc, f tilde satisfait toutes les propriétés requises. Donc, vous avez une forme linéaire continue sur h, et f tilde, c'est son prolongement sur E tout entier, qui reste continu, donc c'est une forme linéaire continue, et qui garde la même norme que f. Voilà, qui garde la même norme que f. Donc, ça termine donc cette démonstration. Donc, ça termine la démonstration du théorème Taylor. Alors, juste une remarque. Dans le théorème 3 qu'on vient de voir, une telle extension ou bien un tel prolongement f tilde de f, donc un prolongement qui conserve les normes, on appelle le prolongement de Hahn-Banach de f. Donc, le prolongement de Hahn-Banach d'une forme linéaire continue, c'est un prolongement en une forme linéaire continue qui conserve les normes. Donc, la forme linéaire qui prolonge la forme linéaire initiale va être de même norme qu'elle. Voilà, donc ce type de prolongement, on appelle le prolongement de Hahn-Banach, ou bien un prolongement de Hahn-Banach. Comme corollaire, vous avez donc le corollaire 1, donc, qui énonce, étant donné E un espace vectoriel normé réel ou complexe, alors vous avez les propriétés suivantes. Le premier point, pour tout x, pour tout vecteur non nul de E, il existe une forme linéaire continue f sur E, telle que f de x égale à la norme de x, et la norme de f est égale à 1. En particulier, E' est non nul, c'est-à-dire le dual topologique de E est non nul. Pourquoi? Parce que vous avez une telle forme linéaire continue f est une forme linéaire continue non nulle. Donc, vous avez au moins cette forme linéaire continue f qui est non nulle. Le deuxième point, pour x, y dans E, étant donné x, y dans E, si vous avez f de x égale f de y
quel que soit f dans E', c'est-à-dire pour toute forme linéaire continue f, vous avez f de x égale f de y, alors x est égal à y. La propriété du point 2 s'exprime littéralement en disant que les formes linéaires continues de E séparent les vecteurs de E. Les formes linéaires continues de E séparent les vecteurs de E. Et donc, en fait, ça nous amène à la version géométrique du théorème de Hahn-Banach qu'on verra un peu plus tard. Alors, juste une remarque concernant le point 1. Dans le point 1, donc le premier point, on a l'existence de f, mais pas nécessairement l'unicité. Donc, dans le point 1, on a juste l'existence, on n'a pas forcément l'unicité. Mais dans le cas d'un espace de Hilbert, on peut montrer en utilisant le théorème de représentation de Riesz que f est même unique dans le cas d'un espace de Hilbert. Dans le cas d'un espace de Hilbert, en utilisant le théorème de représentation de Riesz, on peut montrer dans le cadre du point 1 que une telle forme linéaire continue est unique. Donc, on verra ça plus loin dans les exercices. On peut donner la démonstration de ce corollaire, elle n'est pas très difficile. Donc, c'est une conséquence du théorème Tarois. Donc, je vais présenter la démonstration. Donc, pour le point 1, on va commencer par le point 1. Donc, pour le point 1, donc, le point 1, donc vous avez x dans E. Non nul. Là, donc, j'applique le théorème Tarois. On applique le théorème Tarois pour le sous-espace engendré par X. Span, moi j'utilise donc le terme anglais, span, donc le sous-espace engendré par X. Donc ça, c'est un espace c'est un sous-espace de E, non nul, parce que X est non nul. Il est de dimension, donc il est de dimension 1. Et puis je l'applique aussi pour la forme linéaire continue suivante, H dans le corps, donc K, c'est R ou C, on a dit que c'est R ou C, qui à chaque, donc ici les vecteurs de H est engendré par X, donc les vecteurs de H c'est de la forme lambda X. Donc à lambda X, je vais lui donner lambda fois la norme de X. Voilà. C'est bien une application linéaire, et puisque H est de dimension finie, lorsque l'espace de départ est de dimension finie, alors toute application linéaire est continue. Donc G est bien linéaire et continue. G est bien linéaire et continue. Bon, continue car l'espace de départ est de dimension finie. Dimension de H, c'est égal à 1 qui est fini. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a G de X. Donc, pour avoir X, il suffit de prendre lambda égale 1. Bon, il faut prendre lambda égale 1. On remplace par 1. Donc, on trouve que G de X est égal à la norme de X. Donc, si on applique le théorème Tarois, donc vous avez un sous-espace vectoriel et vous avez une forme linéaire continue sur ce sous-espace vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on déduit d'après le théorème Tarois? Il existe un prolongement qui garde la même norme. Donc, d'après le théorème Tarois, il existe, on va mettre donc J tilde, donc une forme linéaire continue sur E, qui prolonge G, tel que J tilde prolonge G, et J tilde possède la même norme que G. Voilà. Bon, la norme de G, c'est évident. Alors, on peut faire les calculs. Hein. La norme de G, c'est quoi? La norme de G, ben, ça donne 1. Parce que par définition, c'est le sup donc de G de Y, par exemple. On va mettre Y. Si c'est le module ou la valeur absolue, sur la norme de Y.
G, c'est une forme linéaire sur H, donc il faut prendre Y dans H, Y non nul. Voilà, donc par définition, la norme de G. Mais puisque les Y dans H est engendré par X, donc Y, c'est de la forme lambda X. Donc ça, en fait, c'est sup de G de lambda X sur la norme de lambda X. Et ici, ce qui varie, c'est le lambda. Donc lambda dans K, lambda non nul. Voilà. Et puis, donc, comme G est linéaire, donc ça donne donc sup. Donc ici, donc, on va mettre donc le lambda, il sort. Et puis, donc, on obtient lambda fois G de X. Ou bien, j'utilise directement la définition de référence. Par définition de G, G de lambda X, c'est, par définition, on a dit que c'est lambda G de lambda X, on a dit que c'est lambda fois la norme de X, par définition. Et puis, quand on prend les modules ou les normes, les modules ou la valeur absolue, donc on obtient ça. Voilà. Et puis ici, je divise sur la même chose. Voilà, donc lambda, donc K étoile, en fait, K étoile. Et ça donne directement 1. Donc, on voit que c'est 1. Donc, la norme de G, c'est 1, puisque la norme de G tilde égale la norme de G. Donc, en fait, ça, c'est égal à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme dernier truc? Vous avez G tilde de X, comme G tilde apparemment G. Donc, G tilde de X, c'est la même chose que G de X. Et G de X, on a dit que c'est la norme de X. Donc, finalement, il suffit de poser. Donc, la forme linéaire du théorème, du corollaire, donc c'est F. On a noté F, donc il suffit de poser F égale J tilde. Donc, vous avez F, c'est une forme linéaire continue de E, et vous avez norme de F est égale à 1, et vous avez F de X égale à la norme de X. Voilà, donc ça démontre le premier point. Donc ça démontre le premier point. Le premier point est démontré. Le premier point du corollaire est démontré. Alors, on va passer au deuxième point, point 2. Alors, le point 2, donc, on procède par l'absurde et on applique le premier point. Donc, on procède par l'absurde, donc soit xy dans E. On suppose que toute forme linéaire continue de E, F, donc supposons, donc procédons par l'absurde, en supposant que, quel que soit f, une forme linéaire continue de E, vous avez f de x égale f de y, et que malgré ça, x est différent de y. Parce que le point 2 nous dit que si, quel que soit f dans E', fx égale f de y, alors x égale y. Donc, on suppose le contraire. On suppose que quel que soit f dans E', vous avez fx égale f de y, mais x est différent de y. Alors, on applique le premier point pour le vecteur x moins y. Donc, puisque x est différent de y, posons, donc on va poser z, par exemple, égale x moins y, donc qui est donc non nul, et appliquons le premier point pour z. Donc, d'après le premier point, déjà démontré, d'après le point 1, déjà démontré, donc il existe, alors on va dire par exemple f dans E', tel que f de z égale à la norme de z, mais comme z est non nul, donc la norme de z est non nulle, et norme de f est égale à 1. Mais f de z, c'est f de x moins y, et ça, c'est f de x moins f de y, mais ça, on a supposé que c'est 0, parce que si on revient en arrière, vous avez ce qu'on a supposé ici, donc vous avez, non, pardon, ici, donc là, quel que soit f dans E', vous avez f de x égale f de y. Donc f de x moins f de y égale 0. Donc en fait ici, ça, donc c'est égal
à 0 par hypothèse. Et donc là, il y a une absurdité, il y a une contradiction, parce que d'une part, vous avez f de z est non nul ici, et là, vous avez f de z est nul. Donc, contradiction. Contradiction, d'où la propriété du point 2. Propriété du point 2. Voilà, donc ainsi, donc s'achève cette démonstration. Donc, ça termine la preuve du corollaire 1. On va passer à un autre corollaire. Alors, c'est le corollaire 2, donc, que vous voyez ici sur l'écran. Il énonce qu'étant donné E un espace vectoriel normé, toujours sur R ou C, H un sous-espace vectoriel de E, X un vecteur de E qui n'appartient pas à l'adhérence de H, alors il existe une forme linéaire continue F sur E, telle que la norme de F est inférieure ou égale à 1, F de X égale à la distance de X à H, qui est non nulle parce que X n'est pas dans l'adhérence de H, et f de h égale 0, ça veut dire que f s'annule sur h. Donc, vous avez une forme linéaire continue qui s'annule sur h. Sa norme, c'est inférieur ou égal à 1. Et sa valeur en x, c'est la distance entre x et h qui est non nulle parce que x n'est pas dans l'adhérence de h. Ça aussi, c'est un corollaire très important. On peut donner sa preuve, pas très difficile. En fait, sa preuve utilise le quotient. On va quotienter E par l'adhérence de h. Alors, démonstration. Preuve. On va considérer donc le quotient de E sur l'espace quotient de E sur H bar, sur l'adhérence de H. Donc, considérons l'espace vectoriel normé, donc E sur l'adhérence de H. Bon, généralement, quand on quotiente un espace vectoriel normé sur un sous-espace, on obtient un espace semi-normé. Généralement, c'est un espace semi-normé qu'on obtient. Mais mais lorsqu'on quotiente sur un espace fermé, sur un sous-espace fermé, là, on obtient un espace normé. Donc, ici, en fait, c'est un espace normé. Donc, c'est un espace vectoriel normé car H bar est fermé. Est fermé. Bon. Donc, je répète, lorsqu'on quotiente un sous-espace normé, sous-espace vectoriel normé, un espace vectoriel normé sur un sous-espace quelconque, espace vectoriel quelconque, en général, on obtient un espace vectoriel semi-normé. Mais lorsqu'on quotiente sur un sous-espace fermé, on obtient même un espace vectoriel normé. Donc là, on a un espace vectoriel normé. Et puis, je considère le vecteur non nul, et le vecteur non nul, donc la classe de x, donc x plus h bar, ça c'est la classe de x, qui est non nulle, donc ça c'est différent du vecteur nul du quotient, parce que, car x, on a supposé qu'il n'appartient pas à l'adhérence. Comme il n'appartient pas à l'adhérence, donc sa classe, c'est différent de 0. Ce n'est pas le vecteur nul de l'espace quotient. Donc, on applique donc, le premier point du corollaire 1. Donc, d'après le point du corollaire 1. Donc, je l'applique bien sûr pour l'espace E sur H bar et pour le point ou bien le vecteur X plus H bar. Donc, je peux trouver qu'il existe une forme linéaire continue. Une forme linéaire continue. On va l'appeler F bar sur cet espace, donc l'espace quotient, tel que, donc la valeur de F bar en ce point, ça donne, ou bien en ce vecteur, ça donne la norme de ce vecteur, donc c'est-à-dire x plus h bar, la norme de x plus h bar dans l'espace quotient.
Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la norme de f bar est égale à 1. Voilà, c'est tout. Hein? Donc, d'après le point 1 du corollaire 1, il existe une forme linéaire continue f bar sur cet espace quotient, tel que f bar du x plus h bar, c'est sa norme, et la norme de f bar, c'est égal à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette application? On va la composer avec une autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Considérons par suite. Donc, on va considérer l'application suivante qui va de E, donc d'abord en quotiente. Donc, on considère donc la surjection canonique de E dans E sur H bar. Et puis, là, on considère notre application F bar qu'on vient de trouver. En fait, que nous donne le premier point du corollaire. Donc, vous avez cette composition. Donc, F, c'est F bar composé avec pi. Alors, donc, vous avez donc cette application qui est une composée de deux applications linéaires. Et donc, c'est une application linéaire, parce que la surjection canonique, c'est connu que c'est une application linéaire. Donc, vous avez la composée de deux applications linéaires. Donc, ça, c'est une application linéaire. Et puis, on sait aussi que la projection canonique, la surjection canonique est continue. Donc, on sait que pi est continue et que sa norme est inférieure ou égale à 1. Ça, c'est connu. Hein? Donc, la norme de pi, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, on va utiliser tout ça. Donc, ici, vous avez la composée de deux applications linéaires continues. Donc, c'est une application linéaire continue. Et puis, son espace d'arrivée, c'est K. Donc, c'est une forme linéaire continue de E. Et puis, vous avez f de h, l'image de h. Bon, h, quand vous prenez pi, ça donne 0, parce que h est inclus dans h bar. Donc, quand vous prenez l'image de l'espace h par pi, pi de h, donc ça donne 0. Et donc, quand vous prenez f bar, donc ça donne 0. Donc, en fait, f de h, c'est f bar pendant pi de h. Ça, donc, c'est f bar de pi de h. Mais pi de h, ça, c'est 0. Ça, c'est le 0, bien sûr, de l'espace quotient. Et donc, tout ça, donc, ça donne 0. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On va donc estimer la norme de f. Donc, finalement, donc, la norme de f, la norme de cette forme linéaire continue qu'on vient de trouver, donc c'est la norme de f bar rond pi. Et ça, donc, d'après la propriété des formes des applications linéaires continues, ça c'est majoré par la norme de f bar, par la norme de pi. La norme de pi, on a dit que c'est inférieur ou égal à 1, ça c'est connu, et ça, c'est égal à 1. Donc, tout ça, c'est inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste juste à montrer que f de x, c'est égal à la distance entre x et h. Donc, on va voir ça. Donc, ça, c'est pas finalement, en fait. On va mettre d'autre part. Voilà. Et finalement, maintenant, on va montrer que f de x, c'est la distance entre x et h. Voilà. Alors, on va faire les calculs. Alors, f de x, ça, par définition de f, donc c'est f bar rond pi de x. Et donc ça, bon, c'est f bar de pi de x, mais pi de x, c'est x plus h bar. Voilà. Voilà, mais f bar, alors lorsqu'on revient en arrière, on a dit que f bar de x plus h bar, alors je vais essayer de retrouver ça, où est-ce qu'on a mis f bar, en fait c'est le point 1 du corollaire 1 qui nous l'a donné, où est-ce qu'on l'a écrit, voilà, il est là, vous voyez ici, donc f bar, voilà, il est là, f bar de x plus h bar,
c'est égal à la norme de X plus H bar. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Voilà, donc c'est égal, ici, donc à la norme de X plus H bar. Bien sûr, ici, c'est la norme donc, dans l'espace quotient. Voilà. Et ça, maintenant, on utilise la norme de l'espace quotient, par définition. Donc, la norme de l'espace quotient, c'est l'infinimum de toutes les normes des classes, des différentes classes en fait, des normes des éléments. C'est l'infinimum des normes de tous les éléments de l'ensemble considéré. Donc, ici, c'est l'infinimum de X plus H. Hein, c'est par définition H dans H bar. Parce que les éléments de X plus H bar, ils s'écrivent sous la forme X plus H avec H dans H bar. Donc, c'est l'infinimum. Ici, bien sûr, donc H, donc parcours H bar. Et ça, je peux l'écrire. Comme H bar, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, H ou moins H, c'est la même chose. On peut passer de H, lorsque H est dans H bar, moins H est dans H bar, et vice-versa. Donc, ça, c'est aussi égal à l'infinimum de X moins H, H dans H bar. Mais la norme de X moins H, c'est la distance. Donc, en fait, ça, c'est l'infinimum des distances de X à H. Distance associée, bien sûr, à la norme de E, H dans H bar. Et ça, par définition, c'est la distance entre X et H bar. Mais la distance entre X et H bar est égale à la distance entre X et H. Voilà. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, en fait, notre forme F qu'on vient de trouver, forme linéaire continue F de E, satisfait toutes les propriétés requises, donc ce qui achève cette démonstration. Voilà. On passe maintenant à un autre corollaire. Donc, c'est le corollaire 3, qui énonce, donc, qu'étant donné E un espace vectoriel normé, donc toujours sur R ou C, et H un sous-espace de E, alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes. H, la première propriété, H est dense dans E, et la deuxième propriété, quelle que soit F, une forme linéaire continue sur E, F est nul sur H, implique que F est nul, est identiquement nul. Donc, toute forme linéaire continue qui s'annule sur H tout entier est identiquement nulle. C'est ça la deuxième propriété. Et la première propriété nous dit que H est dense dans E. Alors, on va donner la démonstration. Donc, démonstration, une preuve. Alors, la première implication, je ne vais pas la faire, elle est très facile. I implique 2I. Alors, ça, c'est facile, ça ne nécessite rien du tout. Donc, si H est dense dans E, alors toute forme linéaire continue qui s'annule sur H s'annule sur E tout entier. Donc là, on utilise la densité qui est caractérisée par les suites. Donc, c'est-à-dire un élément de E, bien un vecteur de E, est une limite d'une suite, de H. Voilà. Donc, en fait, ça ne nécessite pas un banach. On va montrer 2i implique i. Alors, en fait, pour montrer 2i implique i, on va montrer la contraposée. Montrons la contraposée. Donc, i, non i, i bar, implique non 2i. Non i implique non 2i. Donc, non i, on suppose que non i est vrai, c'est-à-dire i est fausse. Donc, supposons que non i est vrai, c'est-à-dire que H n'est pas dense dans E. H n'est pas dense dans E. C'est-à-dire que H bar, l'adhérence de H est différente de E. On peut donc trouver un élément qui est dans E qui n'est pas dans l'adhérence. Il existe donc
Il existe donc X qui appartient à E moins l'adhérence. Et là, on utilise le corollaire 2 pour ce vecteur X. Donc, d'après le corollaire 2, alors qu'est-ce qu'il dit le corollaire 2 dans cette situation? Il existe une forme linéaire continue, donc F, dont E', tel que norme de F est inférieure ou égale à 1, F s'annule sur H, donc égale 0, et F de X, ce X-là, qui est égal à la distance de X à H, qui est non nulle, parce que X n'est pas dans l'adhérence. D'où, donc, alors, il faut regarder ici, FH est nul, donc F s'annule sur H, F s'annule sur H est nul, alors que F n'est pas identiquement nul parce qu'elle ne s'annule pas en X. Pour regarder là, Fx est non nul, alors que F n'est pas identiquement nul, puisqu'elle ne s'annule pas en X, ce qui montre que 2i n'est pas vrai, parce que 2i, ça nous dit que si f est identiquement nul, si une forme linéaire continue de E est identiquement nulle sur H, ou bien est nulle sur H, alors elle est identiquement nulle. Et là, on a donc f qui est nul sur H, mais qui n'est pas identiquement nul, ce qui montre que 2i est fausse, donc que non 2i est vrai. Ce qui montre non 2i, et donc ça achève la démonstration de la contraposée et donc de l'implication de I implique I. Et donc, ça achève la démonstration du corollaire. Maintenant, je vais vous présenter les formes géométriques du théorème de Hahn-Banach. C'est donc, ou bien une version géométrique du théorème de Hahn-Banach. Alors, donc, on va voir donc les versions géométriques du théorème de Hahn-Banach. Avant cela, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la également avec vos amis pour la promouvoir et accroître sa visibilité. C'est aussi un soutien pour moi pour pouvoir vous donner plus. Voilà, donc les formes géométriques du théorème de Hahn-Banach. Donc il s'agit en fait de la séparation des ensembles convexes disjoints avec des hyperplans fermés. Voilà. Donc, la version géométrique nous dit que si vous avez dans un espace vectoriel normé réel, deux sous-ensembles convexes disjoints, alors, sous certaines hypothèses sur ces ensembles-là, on peut les séparer par un hyperplan fermé. Un hyperplan, c'est un hyperplan affine. Alors, je vais expliquer un petit peu ça. Donc, si on est dans un espace vectoriel normé réel, vous avez deux sous-ensembles convexes disjoints. Bon, je ne sais pas si mon dessin est juste, parce qu'on a vraiment. Alors, vous avez donc ça, c'est A par exemple, ça c'est B. Vous avez deux ensembles convexes disjoints d'un espace vectoriel normé réel. Alors, sous certaines hypothèses sur ces ensembles-là, on peut les séparer par un hyperplan fermé. C'est-à-dire qu'il existe un hyperplan fermé tel que A est situé dans une partie délimitée par cet espace et B est situé dans l'autre partie. Voilà. Bon, alors, un hyperplan affine, c'est quoi? Donc, donc, vous avez donc E, espace vectoriel normé sur R. En fait, un hyperplan pour nous, ça va être un sous-ensemble de E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire hyperplan? Déjà, hyperplan affine.
Donc, c'est un sous-ensemble de E qui est de la forme H égale ensemble des X dans E, tel que f de X égale alpha. Avec F, une forme linéaire tout court, hein, et donc ils font linéaire sur E et alpha dans R. Voilà. C'est ça donc qu'on appelle un hyperplan affine. Donc c'est un sous-ensemble de E qui est de cette forme-là. Donc c'est les zéros d'une équation, de l'équation fx égale alpha, avec f est une forme linéaire et alpha est un nombre réel. On sait que cet ensemble-là est fermé si seulement si f est continu. Donc la continuité de f est équivalente à la fermeture de H. Voilà donc la définition précise. Vous avez donc un espace vectoriel normé. Bon, sur R ou C, bon, c'est la même chose. Donc un hyperplan affine, c'est un sous-ensemble qui a cette forme. Donc l'ensemble des x dans E tel que f de x égale alpha, c'est ce que j'ai dit, avec f une forme linéaire et alpha un scalaire. Et on sait que un tel sous-ensemble, donc ça on l'appelle hyperplan affine, on sait qu'il est fermé si seulement si f est continu. Alors, donc vous avez deux versions géométriques du théorème de Hahn-Banach. Vous avez donc ici, donc c'est la première version géométrique du théorème de Hahn-Banach. Donc, elle énonce que vous avez, si E est un espace vectoriel normé réel, A et B, deux sous-ensembles convexes, non vides et disjoints, d'accord? Deux sous-ensembles de E convexes, non vides et disjoints. On suppose que A est ouvert, voilà donc l'hypothèse, c'est ça l'hypothèse donc sur A, on suppose que A est ouvert. Alors, il existe un hyperplan fermé de E qui sépare A et B. Analytiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe F, une forme linéaire continue sur E, non identiquement nulle. Il existe alpha dans R, tel que f de x est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à f de y, quel que soit x dans A et quel que soit y dans B. Alors, pour voir géométriquement les choses, f de x est inférieur ou égal à alpha, ça c'est une partie de l'espace vectoriel normé en question, délimité par l'hyperplan fermé en question. L'hyperplan fermé est d'équation fx égale alpha. L'équation de l'hyperplan fermé, c'est fx égale alpha. Pourquoi il est fermé? Parce que f est continu. Donc, fx inférieur ou égal à alpha, là, on est en fait, peut-être on va faire un petit dessin. Bon, là, on est en fait dans une partie limitée par notre hyperplan. Et là, dans cette équation-là, on est dans l'autre partie. Donc, ces deux parties-là, en fait, cet hyperplan sépare donc A, qui est situé dans la première partie, puisque ça vérifie ça, les éléments de A, les x dans A, vérifient fx est inférieur ou égal à alpha. Donc, ils sont situés dans une partie délimitée par un autre hyperplan fermé. Et les vecteurs de B sont ici, donc sont dans l'autre partie délimitée par l'hyperplan fermé en question. Donc, la première version, donc, elle suppose que A est ouvert. La deuxième version, donc c'est le même théorème, mais avec d'autres hypothèses sur A et B. Alors, qu'est-ce qu'on suppose dans la deuxième version du théorème de Hahn-Banach? On suppose que A est fermé et B est compact. C'est-à-dire l'un des espaces, l'un des parties convexes est fermé et l'autre est compact. Alors que dans le premier théorème, on a supposé que l'une des parties convexes est ouverte. Donc voilà, donc la première version du théorème de Hahn-Banach suppose que l'une des parties convexes est ouverte, et la deuxième version du théorème de Hahn-Banach suppose que l'une des parties est fermée, là, et l'autre est compacte. Alors, dans ces conditions, donc vous avez un espace vectoriel réel, un espace vectoriel normé réel, vous avez deux sous-ensembles convexes non vides et disjoints. On suppose que l'un d'entre eux est fermé et l'autre est compact. Alors, il existe un hyperplan fermé qui sépare strictement ces deux parties.
analytiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une forme linéaire continue, donc il existe f dans E', non identiquement nul. Pardon, tout à l'heure, j'ai oublié un petit détail, c'est que alors, j'ai oublié un petit détail, c'est que l'équation d'un hyperplan, bon, je vais l'écrire maintenant peut-être. En fait, l'équation d'un hyperplan affine, c'est f de x. Je vais l'écrire maintenant. Bon, c'est un détail important quand même. Donc, un hyperplan, j'ai dit tout à l'heure qu'un hyperplan est défini par h, c'est égal à l'ensemble des x dans E, tel que f de x égale à alpha. En fait, il faut que f soit une forme linéaire non nulle. Voilà. Ça, c'est très important. Ben, si elle est nulle, soit ça donne l'ensemble vide, soit ça donne E tout entier. Donc, il faudrait, pour parler d'hyperplan, il faudrait que cette forme linéaire-là soit non identiquement. Donc, je corrige, donc en fait, j'ajoute un détail important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, un hyperplan, c'est l'ensemble des x dans E tel que f de x égale alpha avec f, une forme linéaire non identiquement nulle. Et alpha est réel. Voilà. Maintenant, je reprends. Donc, Donc, la conclusion, vous avez l'existence d'un hyperplan fermé, voilà, qui sépare strictement ces deux parties convexes. Donc, analytiquement, ça veut dire qu'il existe f dans E', non identiquement nul. Il existe alpha dans R, tel que f de x est inférieur à alpha strictement, et alpha est inférieur strictement à f de y, quel que soit x dans A et quel que soit y dans B. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la partie A est située dans le plan, dans la partie délimitée strictement par notre hyperplan fermé, et la partie convexe B est située, donc vérifie cette inégalité, hein, les vecteurs de B vérifient cette inégalité. Donc B est situé dans la partie, dans l'autre partie délimitée strictement, dans l'autre partie de l'espace vectoriel normé en question, qui est délimitée strictement par notre hyperplan fermé. Voilà. Je termine ainsi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans 10 à 15 jours pour résoudre des exercices sur le théorème de Hahn-Banach en utilisant tous les théorèmes et corollaires que je viens de vous présenter. Je vous conseille de bien réviser tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de voir, pour pouvoir bien suivre la correction des exercices à venir. À très bientôt.